Aurélie claqua la porte de l'appartement avec une violence qui fit trembler les murs anciens de Barcelone. « Comment as-tu pu me faire ça, Marion ? Après tout ce qu'on a traversé, hurla-t-elle, les larmes coulant sur ses joues, tandis que la pluie commençait à marteler les fenêtres comme un accusateur impitoyable. Marion, figée sur le seuil, sentit son cœur se briser en mille éclats, sachant que cette trahison n'était pas seulement une erreur, mais le début d'une tempête qui menaçait de tout emporter. Dans les rues animées de Barcelone, où l'air salin de la Méditerranée se mêlait aux arômes de paella et de vin rouge, Aurélie avait atterri il y a 2 ans, fuyant la routine parisienne qui l'étouffait. À 32 ans, elle était une artiste peintre, aux cheveux châtains mi-longs qui dansaient au gré du vent catalan, et aux yeux verts qui capturaient la lumière comme des émeraudes. Elle avait quitté la France après une rupture amère, cherchant dans l'Espagne un nouveau départ, un canevas vierge pour redessiner sa vie. C'est lors d'une exposition dans une galerie du quartier gothique qu'elle rencontra Marion, une photographe de 30 ans, aux cheveux noirs courts et bouclés, aux yeux bruns profonds qui semblaient abriter des secrets ancestraux. Marion, native de Madrid mais installée à Barcelone pour son travail, avait une énergie vive, un rire contagieux qui résonnait comme les cloches de la Sagrada Familia. Leur rencontre fut un coup de foudre, comme dans ces romans français que Aurélie dévorait enfant. Marion, avec son appareil photo toujours en bandoulière, captura d'abord le portrait d'Aurélie devant l'une de ses toiles abstraites, inspirée des vagues de la Costa Brava. « Vos yeux reflètent l'océan », avait dit Marion en français approximatif, teinté d'un accent espagnol charmant. Aurélie, touchée par cette franchise, invita la photographe à un café. Ce qui commença comme une conversation sur l'art se transforma en une nuit entière à déambuler dans les ruelles pavées, partageant des histoires de cœurs brisés et de rêves inachevés. Bientôt, elles devinrent inséparables. Aurélie emménagea dans l'appartement de Marion, un petit nid perché sur les hauteurs de Montjuïc, avec vue sur la mer. Leur journée était rythmée par des promenades sur la plage de la Barceloneta, où elles se tenaient la main sans crainte, profitant de l'ouverture d'esprit de la ville. Le soir, elles cuisinaient ensemble des tapas revisités à la française, des escargots avec du chorizo, un mélange audacieux comme leur amour. Marion apprenait à Aurélie des mots d'espagnol tendres, comme « mi amor », tandis qu'Aurélie lui lisait des poèmes de Baudelaire, traduits avec passion. Mais la vie n'était pas un tableau idyllique. Aurélie, en tant qu'expatriée, luttait avec les formalités administratives. Son assurance santé française ne couvrait pas tout en Espagne, et Marion, freelance, jonglait avec des contrats précaires. Elle rêvait d'un voyage en France, pour que Marion découvre Paris, mais l'argent manquait. C'est alors qu'un accident banal changea tout. Lors d'une randonnée dans les Pyrénées catalanes, Aurélie glissa sur un sentier humide, se fracturant la cheville. À l'hôpital, on leur annonça que l'assurance d'Aurélie refusait de couvrir les frais, arguant d'une clause obscure sur les activités à risque. Abandonnée par leur assurance, murmura Marion en serrant la main d'Aurélie, tandis que les factures s'empilaient comme des nuages noirs. La tension monta. Aurélie, immobilisée, se sentait vulnérable, dépendante. Marion, pour payer les soins, accepta un job à Madrid, loin de Barcelone. Les appels nocturnes devinrent leur lien, mais la distance creusa un fossé. Aurélie, seule dans l'appartement, commença à douter. Et si elle me quittait pour quelqu'un de plus stable, se demandait-elle, les nuits d'insomnie. Marion, de son côté, luttait contre la fatigue et la solitude, tentée par les avances d'une collègue, Sophia, une femme charismatique qui offrait une échappatoire à ses soucis. Un soir, après une dispute au téléphone sur l'argent, Marion céda à la tentation. Elle passa la nuit avec Sophia, un acte impulsif qu'elle regretta aussitôt. Le lendemain, rongée par la culpabilité, elle rentra à Barcelone pour avouer. Mais Aurélie, ayant fouillé le téléphone de Marion par paranoïa, découvrit des messages ambigus. La confrontation fut explosive. « Tu m'as trahi », cria Aurélie, jetant un vase contre le mur. Marion, en larmes, tenta d'expliquer, « C'était une erreur, je t'aime plus que tout. » Mais le mal était fait. Aurélie, blessée, demanda à Marion de partir. Les jours suivants furent un tourbillon d'émotions. Aurélie, clouée au lit, alternait entre rage et désespoir. Elle peignait frénétiquement, des toiles sombres où des figures féminines se déchiraient sous un ciel orageux. Marion, logée chez une amie, errait dans les rues de Barcelone, son appareil photo capturant des images floues de couples heureux,
un rappel cruel de ce qu'elle avait perdu. Elle appelait Aurélie chaque jour, laissant des messages vocaux emplis de remords. « Je me défendrai jusqu'au bout pour nous, mis à mort. Ne me laisse pas tomber. » Pourtant, au milieu de ce chaos, une lueur d'humanité émergea. Aurélie, en consultant un avocat pour les factures médicales, apprit que leur situation n'était pas unique. De nombreux expatriés étaient abandonnés par leurs assurances, victimes de bureaucratie impitoyable. Inspirée, elle commença à écrire un blog en français et espagnol, racontant leur histoire. Les réponses affluèrent, des témoignages similaires, des conseils légaux, même des dons pour couvrir les frais. Marion, de son côté, utilisa ses photos pour illustrer ses récits, transformant leur douleur en un mouvement solidaire. La trahison de Marion pesait comme un fardeau invisible sur Aurélie, qui, malgré sa cheville en voie de guérison, boitait encore dans l'appartement vide. Les murs, autrefois témoins de rires et de baisers passionnés, résonnaient maintenant d'un silence accusateur. Aurélie relisait les messages de Sophia, ces mots doux qui avaient brisé leur bulle. « Viens avec moi, loin de ses soucis. » Comment Marion, sa Marion, avait-elle pu succomber? Était-ce la pression des factures, la peur de l'avenir, ou simplement une faiblesse humaine? Marion, réfugiée chez son amie Carla dans le quartier de Gracia, passait ses nuits à fixer le plafond, revivant la scène de la confession. « Je n'aurais jamais dû, » se répétait-elle, les yeux rougis par les pleurs. Elle avait grandi dans une famille conservatrice à Madrid, où l'amour entre femmes était un tabou chuchoté. Rencontrer Aurélie avait été une libération, un feu d'artifice de couleur dans sa vie grise. Mais la réalité avait rattrapé leur idylle, l'accident, l'assurance qui les avait lâchés comme un bateau à la dérive. Pour se défendre, Marion décida d'agir. Elle contacta des associations LGBT en Espagne, cherchant du soutien pour les couples comme elle, abandonnés par le système. Un après-midi pluvieux, Aurélie reçut un colis anonyme. À l'intérieur, une série de photos développées par Marion, des images d'elles deux, prises lors de leurs premiers mois ensemble. Sur l'une, elles dansaient sous la pluie à la Plaza Royale, sur une autre, elles s'embrassaient au lever du soleil sur la plage. Au dos de chaque photo, Marion avait écrit un mot, « Pardon, je t'aime, reviens-moi ». Touchée malgré elle, Aurélie sentit une fissure dans son armure de colère. Elle appela Marion, la voix tremblante, « Pourquoi as-tu fait ça? Était-ce pour m'humilier ?» La conversation fut longue, douloureuse. Marion avoua tout, la solitude à Madrid, la flatterie de Sophia, le regret immédiat. « J'ai eu peur, Aurélie. Peur de te perdre à cause de l'argent, de la maladie. Mais c'est toi que je veux, pas une échappatoire. » Aurélie, les larmes aux yeux, répondit, « La trahison fait mal, mais l'abandon de notre assurance nous a déjà assez blessés. Peut-on se défendre ensemble ?» Elles décidèrent de se rencontrer, neutres, dans un café du Passec de Gracia. La réunion fut tendue, comme un duel d'émotions. Assises face à face, sous les regards indifférents des passants, elles déversèrent leur cœur. Aurélie parla de sa vulnérabilité, de la peur d'être seule en terre étrangère. Marion confia ses insécurités, issues d'une enfance où l'amour était conditionnel. Peu à peu, les mots guérirent les plaies. Elles se prirent la main, un geste simple mais chargé de signification. « On va se battre, » murmura Marion. « Contre l'assurance, contre les doutes, contre tout. » Inspirées par cette réconciliation fragile, elles lancèrent une campagne en ligne. Aurélie écrivit des articles émouvants, mêlant leur histoire personnelle à des appels à la justice. Marion illustra avec des photos poignantes, des couples LGBT face à des piles de factures, des manifestations pacifiques devant les bureaux d'assurance. Leur blog attira l'attention des médias français et espagnols. Un journal parisien titra « Abandonnés par leur assurance, comment deux femmes se défendent avec amour ». Des dons affluèrent, couvrant non seulement leurs frais mais aidant d'autres. Pourtant, le conflit n'était pas résolu. Sophia, apprenant la réconciliation, envoya des messages menaçants à Marion, jurant de révéler leur aventure à Aurélie, mais elle l'avait déjà fait. C'était une tentative de sabotage, née de la jalousie. Marion, paniquée, montra les messages à Aurélie. « Elle veut nous détruire, dit-elle. » Aurélie, au lieu de s'emporter, serra Marion dans ses bras. « On est plus fortes ensemble. Ignorons-la, et concentrons-nous sur nous. » Leur amour, testé par le feu,
si. Elles reprirent leurs habitudes, des promenades au parc Güell, où les mosaïques de Gaudí symbolisaient leur relation patchwork, belle dans son imperfection. Aurélie peignit un portrait de Marion, capturant sa résilience. Marion, de son côté, organisa une exposition commune, mêlant peinture et photo, intitulée « Amor contra todo, amour contre tout ». Mais un nouveau coup du sort frappa. L'assurance, suite à leur campagne, les poursuivit en justice pour diffamation. Elle nous accuse de mensonges, expliqua l'avocat. Aurélie et Marion, face à ce géant bureaucratique, sentirent la peur revenir. Pourtant, cela les unit plus que jamais. Elles préparèrent leur défense, recueillant des témoignages d'autres victimes. Les nuits étaient longues, remplies de stratégies et de câlins réconfortants. Le procès approchait comme un orage sur la Méditerranée. Aurélie et Marion, installées dans leur appartement redevenu un havre, passaient des heures à relire des documents légaux, entourés de tasses de café froid. Comment une compagnie peut-elle abandonner les gens comme ça, se lamentait Aurélie, froissant une lettre de refus. Marion, plus pragmatique, répondait, « On va leur montrer qu'on ne se laisse pas faire. Notre amour est notre meilleure défense. » Leur relation, forgée dans l'adversité, avait gagné en profondeur. Les baisers étaient plus tendres, les regards plus intenses, comme si chaque moment pouvait être le dernier. Le jour du procès, à Madrid, fut un tourbillon. La salle d'audience, austère avec ses boiseries sombres, contrastait avec la vibrance de leur histoire. Aurélie, en tailleur élégant, témoignait en français, traduit par un interprète, « Nous n'étions pas préparés à cet abandon. Mon accident n'était pas une activité à risque, c'était une randonnée banale. » Marion, à ses côtés, ajouta des photos comme preuve, des images de sentiers touristiques, pas d'extrême. L'avocat de l'assurance, un homme froid en costume gris, argua que les clauses étaient claires. Mais les témoignages affluèrent, d'autres couples, des expatriés, des familles, tous victimes similaires. Au milieu du procès, un moment poignant, Marion, interrogée sur leur relation, déclara « Notre amour n'est pas en cause ici, mais il nous a sauvés. Sans Aurélie, j'aurais abandonné. » Le juge, une femme aux yeux fatigués, sembla touché. Aurélie, serrant la main de Marion sous la table, sentit une vague d'émotion. C'était plus qu'un combat légal, c'était une affirmation de leur humanité. De retour à Barcelone, en attendant le verdict, elles trouvèrent du réconfort dans les petites choses. Une soirée au cinéma, main dans la main, riant d'un film français. Une balade sur la Rambla, où des artistes de rue les dessinaient comme un couple iconique. Leur campagne avait grandi, des associations les soutenaient, des pétitions circulaient. « Vous êtes des héroïnes », leur écrivait-on. Pourtant, l'ombre de la trahison persistait. Aurélie, parfois, se réveillait en sueur, revivant la découverte des messages. Marion, pour se racheter, multipliait les gestes, des fleurs cueillies au marché, des poèmes écrits maladroitement en français. Un soir, sur le balcon surplombant la mer, la tension explosa à nouveau. « Je t'ai pardonné, mais pas oublié », avoua Aurélie, les yeux fixés sur l'horizon orageux. Marion, vulnérable, répondit « Je sais. Et je me défendrai chaque jour pour regagner ta confiance. » Elles se tinrent la main, le vent agitant les rideaux, dans un silence chargé. C'était le point culminant de leur histoire, non pas une dispute, mais une reconnaissance profonde de leurs faiblesses humaines. Le verdict tomba, victoire partielle. L'assurance dut payer les frais, mais refusa des dommages. « C'est un début, » dit Aurélie, embrassant Marion. Leur campagne inspira une réforme, des lois pour protéger les expatriés LGBT, souvent discriminés dans les polices d'assurance. Elles devinrent des figures publiques, invitées à des conférences en France et en Espagne. Aurélie exposa ses toiles à Paris, Marion à ses côtés, capturant l'événement. Mais la vie réservait encore des surprises. Sophia réapparut, contactant les médias avec des ragots sur la trahison. « Elle veut nous discréditer », paniqua Marion. Aurélie, forte, répondit « Laissons-la. Notre vérité est plus forte. » Elles publièrent une déclaration commune, « L'amour n'est pas parfait, mais il est résilient. » Les soutiens affluèrent, noyant les rumeurs. Dans cette tourmente, leur lien se raffermit. Elles planifièrent un voyage en France, financé par leurs nouveaux revenus de conférencières.
À Paris, Marion découvrit la tour Eiffel illuminée, Aurélie à ses côtés. C'est comme notre amour, éternel malgré les tempêtes, murmura-t-elle. De retour en Espagne, elles adoptèrent un chat errant, symbole de leur famille naissante. Pourtant, le passé hantait. Aurélie, en thérapie, apprit à pardonner pleinement. Marion, de son côté, coupa tout contact avec Sophia. Leur histoire, riche en émotions, devint un livre, abandonnée et résistante, un mélange de mémoire et de plaidoyer. Les critiques louèrent son humanité, sa romance authentique. Avec le temps, Aurélie et Marion transformèrent leur épreuve en force. Leur appartement à Barcelone devint un hub pour des rencontres LGBT, où des couples partageaient des histoires similaires. Nous n'étions pas seuls, réalisait Aurélie, en écoutant une femme française raconter son abandon par une assurance. Marion, avec son objectif, immortalisait ces moments, créant un album collectif de résilience. Leur amour évolua vers une maturité profonde. Les disputes étaient rares, résolues par des dialogues ouverts. Aurélie peignait des toiles lumineuses, inspirées par Marion, des femmes enlacées sous un soleil catalan. Marion, promue dans une agence photo, voyageait moins, priorisant leur vie commune. Elles parlèrent mariage, un engagement symbolique en Espagne progressiste. Un an après le procès, une nouvelle crise, Aurélie apprit une maladie chronique, liée à son accident non traité pleinement. L'assurance, encore elle, rechigna. Mais cette fois, elles étaient prêtes. Avec leur réseau, elles lancèrent une action collective, forçant la compagnie à plier. On se défend mieux ensemble, dit Marion, serrant Aurélie pendant les examens. La guérison fut lente, mais leurs liens en sortirent renforcés. Aurélie, affaiblie, trouva en Marion un pilier inébranlable. « Tu es ma muse, ma force » chuchotait-elle lors des nuits d'insomnie. Marion, pour sa part, expia sa trahison par une dévotion absolue, organisant des surprises, un pique-nique sur la plage, un week-end à Ibiza. Le climax émotionnel vint lors d'une conférence à Paris. Devant un public conquis, Aurélie déclara « Notre histoire n'est pas un conte de fées. Il y a eu trahison, abandon, douleur. Mais l'amour humain triomphe quand on choisit de se battre. » Marion, sur scène, l'embrassa, sous les applaudissements. C'était une catharsis, un pardon public et privé. De retour à Barcelone, elles décidèrent d'adopter. Pas un enfant trop tôt mais de s'engager dans le volontariat pour des orphelins LGBT. Donner ce qu'on a reçu, expliqua Marion. Leur vie devint un équilibre, art, activisme, amour. Le dénouement fut personnel. Un soir d'été, sur le balcon, Aurélie posa un genou à terre. « Épouse-moi, Marion. » Malgré tout. Marion, larmes aux yeux, accepta. Leur mariage, intime sur la plage, fut une célébration de l'humanité, amis français et espagnols, toast à la résilience. Des années plus tard, âgée et sage, elle regardait en arrière. L'abandon de notre assurance fut une bénédiction déguisée, disait Aurélie. Il nous a forcés à nous défendre, à nous aimer plus fort. Marion acquiesçait, sa main dans la sienne. Leur histoire, gravée dans les cœurs, prouvait que même dans la trahison et le conflit, l'amour peut mener à une fin humaine, où le pardon illumine l'avenir. Ainsi se clôt leur saga, non pas un happy end hollywoodien, mais une victoire nuancée, où les cicatrices renforcent la beauté. Dans les rues de Barcelone, leur légende inspire encore, rappelant que l'amour, comme la vie, est une bataille vaut la peine d'être menée.